Bonjour et bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Alors aujourd'hui, pour le nouvel épisode d'Au-delà des murs, on reçoit Evelyne Bouchard, architecte bien connue dans le milieu de Passivhaus au Canada. Elle a fondé Tandem Architecture écologique en 2017 et est véritablement spécialisée en conception de bâtiments passifs. D'ailleurs, elle en a déjà certifié 2, soit un en Ontario et un au Québec. En plus de sa profession d'architecte, Evelyne enseigne à l'Université McGill et donne la formation professionnelle en français et en anglais de designer certifié Passivhaus pour Maisons Passives Canada. Pour faire accélérer la transition socio-écologique vers l'adoption de pratiques de bâtiments durables et performants, elle donne aussi régulièrement des conférences sur le sujet. On va donc parler de Passivhaus dans son ensemble, de la réalisation de plusieurs projets certifiés, dont un projet personnel pour lequel elle a fait 2 excellentes analyses comparatives, puis on va parler de l'avenir de Passivhaus au Canada, selon Evelyne. Alors, bonjour Evelyne, bienvenue au podcast. Bonjour, merci. Merci de l'occasion de jaser Passivhaus. On s'en passe jamais. On n'en parle jamais assez, en fait. On a même fait un podcast pour en parler davantage. Donc, on va commencer par ton parcours professionnel. Comment tu es entré en contact avec le Passivhaus? Alors, j'ai fait mes études en architecture à l'Université McGill entre 2004 et 2009. Et ensuite, je suis allée à Vancouver pour commencer ma carrière. Puis après quelques années, je m'ennuyais un petit peu à faire de l'architecture commerciale. Alors, je me suis inscrite dans un cours de formation continue à l'Université de Colombie-Britannique, un cours de soir. Et ça s'est donné à être un des premiers cours Passivhaus offerts au Canada par Dr. Guido Wimmers, qui était venu d'Autriche pour construire le pavillon pour les Olympiques, le pavillon d'Autriche, qui était le premier projet certifié au Canada. Donc, je suis un peu tombée là-dedans. Ça m'a passionnée. Je trouvais que ça comblait beaucoup d'opportunités manquées dans l'architecture conventionnelle. Et c'est aussi une approche qui tombe vraiment beaucoup dans ce qui est le champ de pratique des architectes. Alors, on parle beaucoup d'enveloppes, beaucoup de détails, donc ça m'a accroché à ce niveau-là. Et après ça, j'ai essayé de l'appliquer un peu partout dans les projets sur lesquels je travaillais. Ça a pris un petit peu de temps. On était quand même à Vancouver, qui était une des places où on a adopté ces approches-là plutôt qu'ailleurs au pays. 2014, c'était tôt. Donc, éventuellement, j'ai pu le faire dans un plus grand projet aux alentours de 2015, un projet multilogement de 90 logements pour lequel j'ai fait toute la modélisation. Ensuite, je suis revenue au Québec et j'ai continué à travailler sur ce projet-là à distance. Donc, c'était un peu drôle de faire un grand projet passif dans un milieu où personne parlait trop de Passivhaus. Mais c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Puis là, j'ai lancé Tandem, puis je me concentre vraiment sur une approche écologique et passive à la fois depuis ce temps-là. Tu portes aussi plusieurs chapeaux, là. Tu n'es pas juste architecte. Récemment, tu es vraiment, tu as un gros côté éducatif, que ce soit, comme on l'a mentionné, pour l'Université McGill, ou que ce soit même pour le cours de concepteur, de designer Passivhaus pour Maisons Passives Canada. Parle-nous aussi de tes autres... en fait, c'est quoi tes 3 chapeaux? C'est quoi ta pratique? Evelyne, c'est qui? Oui, c'est ça. Je résume un petit peu ma carrière en 3 volets qui arrivent tous en même temps. Donc, c'est un équilibre que j'essaie de maintenir. J'adore la pratique, j'adore le métier d'architecte, j'adore entrer dans des détails, que ça soit de l'ébénisterie ou des détails d'enveloppe. J'adore travailler avec les entrepreneurs aussi, ça fait des conversations vraiment riches et intéressantes. Puis pour moi, c'est vraiment de faire de la preuve de concept, de travailler sur des projets, c'est d'aller de la théorie puis de ce qu'on pense être possible, avoir les bottes sur le chantier puis de voir comment ça se réalise dans le concret. En même temps, je me rends compte qu'ayant une petite firme d'architecture, il y a un volume quand même limité de projets sur lequel je peux m'impliquer directement. Alors, tout le volet éducation, c'est une question d'échelle. On sait que la transition socio-écologique, on doit la faire et la faire rapidement. On doit changer nos pratiques en construction. Si je le fais dans mon coin tout seul, c'est bien pour ces projets-là, mais ça changera pas le reste du monde. Alors,
l'éducation, c'est vraiment l'occasion d'avoir ces conversations-là, puis de convertir un peu les gens vers les meilleures pratiques. Donc, j'ai commencé avec les formations professionnelles avec Maison Pacifique Canada, que j'ai commencé à donner à peu près quand j'ai fondé ma firme en 2017. Et c'était vraiment l'occasion, pour moi, étant récemment revenue au Québec, je me sentais un petit peu seule. Dans le Pacifique, il n'y avait pas grand-chose qui se passait au Québec en 2017. Donc, c'était l'occasion de voyager un peu, de parler aux gens, de les exciter autour de ce concept intéressant qui a beaucoup de potentiel. Puis, c'est vraiment un travail qui est très satisfaisant. C'est beau de voir les gens qui disent « Ah, tu sais, on voit vraiment le déclic, la petite lumière là, qui s'allume. Ah, tu sais, je vais voir ça, je vais faire ça dans mes projets. » Puis, parfois, c'est aussi comme « Ah, j'aurais dû faire ça dans mes projets dans le passé, mieux tard que jamais. » Mais c'est vraiment une belle occasion de propager ces idées-là, puis les rendre accessibles aussi. Puis d'avoir des conversations franches aussi sur c'est quoi les défis, quels sont les obstacles, comment est-ce qu'on peut les surmonter. Ça devient un travail collectif plutôt qu'individuel. Ensuite, en 2020, j'ai été invitée à enseigner à l'Université McGill dans l'école d'architecture. Donc là, c'est un public vraiment différent. C'est quand je donnais les formations continues, je parle à des professionnels, que ce soit des entrepreneurs, des ingénieurs, d'autres architectes, parfois des employés municipaux, des donneurs d'ouvrages. Ça, c'est vraiment riche, justement, d'avoir tous ces gens-là avec leur background différent dans la même salle à parler des mêmes grands concepts. Mais j'adore aussi enseigner à l'école d'architecture parce que là, c'est la prochaine génération. Puis c'est des jeunes, puis ils sont brillants, puis ils sont motivés, puis eux, ils ont entendu parler de la crise écologique puis des changements climatiques toute leur vie, donc ça les touche très directement. Puis moi aussi, ça me pousse d'être toujours à l'affût de qu'est-ce qu'on a appris dans les 3 derniers mois depuis que j'ai mis mes diapos à jour la dernière fois. Donc, ça me pousse à garder aussi mes propres connaissances au goût du jour le plus possible. Puis pose des bonnes questions. T'sais, on commence chaque session à se dire, mais c'est quoi la grande question qui va guider votre projet pour la session? Puis toutes sortes de choses incroyables sur la biodiversité, sur l'équité, sur différents groupes sociaux qui sont peut-être pas bien servis par l'architecture qu'on a actuellement. Donc moi, ça m'enrichit aussi beaucoup de point de vue personnel et professionnel d'enseigner. Puis le dernier volet, c'est celui que j'ai toujours un peu difficulté à décrire, c'est un peu tout le reste. Quelles sont les autres choses que je peux faire justement pour accélérer ce grand changement de pratique? Donc, ça peut être des conférences, il y en a un peu partout au pays. Ça peut être des conversations directement avec les municipalités aussi parce qu'ils ont un rôle incroyable à jouer dans cette transition-là. Puis on l'a vu dans certaines municipalités, Vancouver et Toronto en particulier, ont des approches très progressistes, très intéressantes. Puis ont trouvé des leviers d'influence vraiment intéressants sur comment rendre ces projets-là plus faisables, plus accessibles. Donc, c'est un petit peu d'avoir un bon réseau, puis de s'assurer que les bonnes personnes se parlent entre elles aussi, là, de faire des introductions aux besoins, des présentations, que ça soit au public, un public très général ou un public plus professionnel, mais c'est un petit peu de bouger cette conversation-là. Et c'est dans cette optique-là aussi que j'ai siégé sur le conseil d'administration de Maison Pacifique Canada pendant 6 ans. Dans 1 an en tant que présidente, c'était aussi, c'est ce pouvoir un petit peu à l'échelle nationale. Comment est-ce qu'on se retrouve dans les salles où les décisions sur le code du bâtiment sont prises? T'sais, comment est-ce qu'on peut vraiment aller au plus haut niveau, au niveau politique, stratégique, pour voir comment on fait ce mouvement-là. Donc, c'est vraiment une question d'échelle, du détail de tape, d'enveloppe, jusqu'à, comment ça fonctionne, le gouvernement puis la réglementation, comment ça se prend ces décisions-là, puis comment est-ce qu'on peut trouver les points d'appui pour changer les choses. Et plus récemment, dans ce dernier volet, je participe à des projets à titre de consultante externe avec Dunsky Expertise en énergie, une firme d'experts conseils qui fait beaucoup de travail justement sur la réglementation en ce moment. Je suis en conversation avec eux sur ce qu'on appelle la gentle density, la densification douce, ça sonne un peu étrange en français, mais comment est-ce qu'on peut justement densifier nos quartiers, mais de le faire de façon performante et écologique en même temps qu'on ait du bon urbanisme, mais aussi des bons bâtiments qui vont durer longtemps, qui sont adaptés à un climat changeant. Écoute, c'est plein de pépites, là. J'arrête pas de prendre des notes depuis tantôt, là. J'ai comme 3 pages, puis j'écris, puis une chance, je suis sur mute, parce que t'entendrais juste partout, là. Écoute, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Écoute, on a du stock, là. On va essayer de pas faire 2 heures de podcast.
Écoute, par quoi commencer, là, dans le fond? Il y a une chance. OK, ben il y en a une chance que tu as dit d'emblée, c'est en 2017, tu l'as pas dit de même, là, mais c'est le même que j'ai pris ma note. Il y avait comme une espèce de désert de projet en Passive House, là. En 2017, tu te sentais seul, il n'y avait pas grande demande. Aujourd'hui, 2024, 7 ans plus tard, tu dirais comment que ça a évolué, cette chose-là? Ben, je dirais que ça dépend où on délimite notre territoire d'intérêt. C'est sûr qu'au Québec, ça prend plus longtemps. En 2007, bon, tu sais, je disais que je me sentais un peu seule. Il y avait une couple de raisons. Tu sais, je venais de revenir au Québec, donc j'avais déménagé. Je suis sortie de congé de maternité, j'avais un bébé, j'habitais à la campagne. Tu sais, il y avait plein d'autres facteurs. Mais de garder ce contact-là avec mes collègues de l'Ouest, c'est sûr que ça m'a encouragé que cette transition-là s'en venait, tranquillement, pas vite. Au Québec, on a quelques défis particuliers, notamment notre hydroélectricité, qui a un très faible bilan carbone et qui coûte très peu cher comparé ailleurs au monde. On a un climat qui pose des beaux défis aussi, donc très froid en hiver, très chaud en été, comme on voit actuellement. Ça veut pas dire que c'est impossible, par contre. C'est juste que c'est des défis qui nous font face. Puis je pense qu'une des choses qui a beaucoup changé, c'est notre capacité à livrer de l'éducation dans le Passive House en français. Donc, depuis 2020, on donne le cours à tous les septembre en français. C'est vraiment un cours très complet. Donc, il y a un volet théorie, il y a un volet où on apprend à faire de la modélisation énergétique et il y a un volet où on prépare les gens à passer leur examen pour obtenir leur désignation de certificateur, pas de certificateur, pardon, de designer certifié maison passive. Puis ce que ça fait, c'est pas juste une éducation individuelle, mais à chaque fois, on prend le temps d'introduire tous les membres de chaque cohorte entre eux, puis d'essayer de créer un petit peu un mouvement de masse, parce que c'est sûr que c'est une poursuite qui peut être un peu solitaire. D'apprendre tout ça, c'est quand même technique. Puis l'idée, c'est de mettre les gens en contact entre eux. Donc, c'est super beau de voir, par exemple, des projets qui sont réalisés par un entrepreneur puis un architecte qui étaient dans le même cours ensemble, puis là, sont partis faire des projets. Donc, c'est un peu aussi pour créer ce mouvement de masse de communauté locale au Québec. Puis, j'applaudis aussi tout le beau travail que fait Bâtiment Passif Québec à ce niveau-là aussi. Là. Ils font des belles choses pour justement rassembler les gens, puis pour parler franchement de nos défis, puis de partager nos succès aussi, là, pour s'encourager entre nous pour réaliser des beaux projets. Oui, oui, en fait, t'as raison. Tu sais, pourquoi, en fait, moi aussi, j'ai commencé à m'impliquer avec Bâtiment Passif Québec. Je crois que c'était par même désir que toi. Tu sais, oui, tu souhaites ta firme. Moi, j'ai ma compagnie de construction, mais c'est pas avec un projet qu'on va être capable d'apporter du gros changement. Hein. Fait que on doit trouver des façons de se diversifier pour aller chercher une plus grosse échelle, que ce soit par le côté d'éducation, comme tu l'as dit, que ce soit par s'impliquer dans des comités qui, justement, vont régler ces problèmes-là. Je crois que c'est super important pour vraiment accélérer ce marché-là. Puis, justement, ça diversifie. Tu sais, t'en vois beaucoup, puis je trouve pas le terme, mais je relate beaucoup à ton histoire. Tu sais, moi aussi, j'étais à l'Université McGill, puis c'était justement à cause d'un cours. C'est un cours à l'Université McGill que j'ai pris, qui était construction, sustainable construction. Puis c'est là que j'ai appris de Passive House. Fait que je crois que tu t'es mis dans une position là pour t'as joué tes pièces d'échecs là, super bien là, justement pour pouvoir non seulement influencer les architectes de demain, mais aussi les gros joueurs, là, justement, que ce soit les gouvernements, les municipalités. Puis en plus de ça, tu l'exécutes. Fait que t'as la compréhension de comment ça marche vraiment. Fait que vraiment, chapeau à toi, là. C'est nécessaire. Justement pour les pionniers là, on est quasiment, t'es considéré une pionnière là. On n'est pas beaucoup, on peut les compter peut-être sur les doigts de la main là, le monde qui font vraiment spécialisé du Passive House au Québec là. Puis le fait aussi que tout ce que tu fais aussi est en français, c'est très 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 important. Parle-nous sinon des deux projets que tu as certifiés ou même t'as été dans 3 projets vraiment qui ont poursuivi la certification. Là. Parle-nous-en un peu. Oui, c'est mes 2 3/4 certifiés.
Donc, le premier projet que j'ai réalisé quand j'ai lancé ma firme a poursuivi la certification. C'est ça. Moi, mon expertise, c'est dans la certification internationale. C'est juste l'outil avec lequel je suis la plus familière. Donc, c'est là que je m'en ai. Le premier projet est en Ontario. Donc, je suis allée chercher ma licence en Ontario spécifiquement pour ce projet-là parce que ça en valait la peine. C'est le premier projet qui s'alignait vraiment avec ce que je voulais faire dans ma pratique. Donc, j'ai fait beaucoup de routes pour ce projet-là en véhicule électrique. Donc, ça allait pour le bilan carbone du projet. Mais c'était pour une jeune famille. Et puis, ce qui était beau dans tout ça, c'est que c'était des amis d'enfance et c'est le père de la cliente qui faisait la construction. Donc, c'était lui qui était l'entrepreneur général. Il venait prendre sa retraite de l'école de menuiserie. Donc, quelqu'un de vraiment attentionné, de super intelligent. Puis c'est tellement un cadeau, ce projet-là, pour lancer une pratique. Ça m'a beaucoup rassurée parce que j'avoue que quand je suis revenue au Québec, je me disais, bon, c'est déjà, je m'installe en milieu rural. Est-ce qu'il y a des architectes en milieu rural? Pas tant que ça. Donc, je me dis, je vais-tu avoir une job finalement? Puis, c'était un bon coup de pouce à la fois d'avoir ce projet-là et en même temps, je continuais à faire de la modélisation énergétique sur le grand projet de 90 logements près de Vancouver que j'avais fait avec ma firme précédente, Arctis Architecture and Design, où j'étais employée avant de revenir au Québec. Donc, ce premier projet-là, c'était une maison unifamiliale pour une jeune famille. Et c'est ça, c'était vraiment un beau projet parce que l'entrepreneur était impliqué dès le début. Donc, on a eu des bonnes conversations sur, voici 3 façons de faire les murs, avec laquelle es-tu la plus à l'aise? Puis c'est le genre de conversation qui est tellement importante à avoir quand on peut, là, parce que chaque projet est différent. Il y aura un contexte différent. L'entrepreneur est peut-être outillé de façon différente. Même, tu sais, la quantité de personnes qui vont être sur le chantier à un moment, est-ce qu'il y a la capacité de lever des gros panneaux? Est-ce qu'on est plus en petite équipe avec un échafaudage? Y a-t-il des problématiques d'approvisionnement de matériaux particuliers qui sont en lien avec l'emplacement du projet? Tu sais, il y a plein de questions qui font que il n'y a pas une seule solution miracle, une recette parfaite pour tous les projets passifs. Il y a vraiment plusieurs options, puis c'est de décortiquer un peu laquelle est la plus optimale pour chaque projet. Donc, ce projet-là était, et encore, situé dans un milieu forestier, donc entouré de beaux arbres matures, ce qui limite pas mal ses gains solaires. Donc, dans ce cas-là, on a poursuivi une certification Passive House internationale, mais il y a le Passive House classique, puis il y a ce qui s'appelle les bâtiments sobres en énergie, qui, la façon que le standard est articulé, c'est vraiment un budget énergétique. Quand on a un budget de coût de construction, tout projet a ses limites, celui-ci, ça fixe un budget énergétique et ça nous donne énormément de liberté pour trouver la bonne solution pour ce projet-là avec toutes ces contraintes particulières. D'où tout le travail sur la modélisation énergétique, c'est vraiment un travail d'optimisation. Dans ce cas-ci, on a optimisé le plus possible, mais c'est très difficile d'atteindre le 15 kWh par mètre carré de surface de plancher pour la demande de chauffage, parce qu'on n'avait juste pas accès aux gains solaires, puis on n'avait pas envie de raser la forêt pour notre projet passif. C'était pas tout à fait cohérent avec les principes. Donc, c'est ça. On a quand même un bâtiment très performant, une famille bien contente, puis on atteint notre certification bâtiment sobre en énergie. Ensuite, le prochain projet, celui qui est à 3/4 certifié, c'était un autre projet en Ontario un petit peu plus proche. Celui-ci est près de Van Cleek-Hill. Le premier était à Perth, donc près d'Ottawa. Vraiment, encore une fois, des clients formidables. J'ai de la chance de travailler avec des gens qui sont passionnés, qui font ça pour les bonnes raisons. Puis c'est presque toujours des gens qui veulent habiter la maison jusqu'à la fin de leur jour. Tu sais, vraiment, ils veulent rester là à long terme. Donc, c'est une conversation très, très, très différente de si c'est un promoteur qui veut le construire vite puis le vendre. Là, c'est comme complètement un autre scénario. Donc, ces clients-là aussi, vraiment formidables. Une approche constructive un petit peu semblable à celle qu'on avait fait à Perth, un autre entrepreneur. Et la seule chose, dans le fond, qui a bloqué la certification, c'est qu'on avait des fuites d'air internes dans les conduits de ventilation. Donc, on sait que l'enveloppe est étanche, on sait que des conduits de ventilation jusqu'à l'échangeur d'air, on est étanche, puis c'est en quelque part dans la distribution des conduits de ventilation que y a des fuites. Pas catastrophiques, mais pas certifiables.
Donc, on en est là. Malheureusement, il y a peu de solutions disponibles une fois que tout est fermé. Il n'y a pas grand-chose à faire à part peut-être utiliser du AeroSeal. Puis là, la cliente, elle voulait pas prendre cette voie-là. Mais en même temps, on sait que le projet, il performe. On a quand même des clients heureux. Ils n'ont pas eu leur certificat, mais à part ça, c'est un grand succès. Puis la dernière, mais c'est ma propre maison, construite en 2021. En pleine pandémie, avec des menuisiers qui n'avaient jamais fait ça, ce qui est souvent le cas puisque je travaille surtout en région un peu partout, à l'exception de Sarah et Will et toute l'équipe de Rocket avec qui j'en suis on va débuter notre 3e projet ensemble l'année prochaine ou celle d'après. Donc, tout un défi. Réaliser en autoconstruction, surtout parce que je savais avec qui je voulais travailler, mes menuisiers charpentiers, je les ai choisis justement. Mon premier entrepreneur qui avait donné beaucoup de formations en menuisier et charpente, il m'a donné les noms de ses meilleurs élèves. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi ma cohorte pour construire notre maison. Par contre, ils n'avaient pas toute leur licence pour avoir de la GCR. Puis, on a eu une conversation bien franche. Puis, on s'est dit, veux-tu faire en autoconstruction? Puis, j'ai dit, OK. C'est un peu fou, mais OK. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a construit en 2021, pleine pandémie, avec une équipe qui avait jamais fait ça. Puis j'ai quand même fait une bonne partie des travaux d'étanchéité moi-même. On a eu de l'aide évidemment pour faire monter la structure, monter la charpente, puis tout ce qui est des gros travaux. Et puis j'en suis encore à faire ma finition tranquillement, pas vite, là, un seuil de fenêtre à la fois. Finition intérieure, l'extérieur est fini depuis longtemps, mais c'était une belle occasion de vraiment avoir les bottines sur le chantier à tous les jours. Tu sais, j'ai commandé chaque boîte de clous. J'ai vraiment géré toute la construction. C'est du travail, mais c'était un contact différent avec un projet comparé à ce que je fais normalement dans mon rôle plus restreint d'architecte. Tu as dit une couple de choses depuis le podcast, en fait, en lien avec la jeune génération. Là, tu viens de dire que tu as choisi des menuisiers qui venaient de sortir de l'école ou en tout cas qui étaient voir le prof pour dire hey, c'est qui tes meilleurs, pas musiciens, mais menuisiers. L'autre chose aussi, tu parlais, c'est que la nouvelle génération d'étudiants que tu vois à l'Université McGill semble être plus encline, en fait, au mouvement passif, au mouvement écologique, au bâtiment durable. J'ai une question à Émilion. Pour toi, en fait, pour nous. Est-ce que d'après toi, de ce que tu observes, c'est vraiment une différence qui est en train de se produire ou un changement de mindset, en fait, au niveau de la génération, en se disant oui, là, vraiment, on veut vraiment construire mieux et ils vont vraiment le faire? Ou c'est plus un élément idéaliste de jouvence, tu sais, de jeunesse, on veut donc changer le monde. Puis dans la vraie vie, on va être confronté à un moment donné aux structures existantes, aux structures administratives. Penses-tu finalement que les jeunes qui montent en fait vers la profession vont faire la différence? Vont aller porter ça plus loin? Mais je pense que c'est impératif. On n'a pas le choix. T'sais, on doit tous aller dans cette direction-là le plus vite possible. C'est un enjeu qui est existentiel. Donc, c'est même pas on est rendu au point où c'est même pas une question. Ou bien on le fait, ou bien on est vraiment dans le trouble. Donc, puis ça, ils le ressentent. T'sais. Puis, c'est toujours d'essayer de trouver aussi un équilibre. Je veux pas non plus... C'est un lourd fardeau, tu sais, avoir 20 ans, puis tu te rends compte qu'on est vraiment dans le pétrin, là. C'est quand même lourd. C'est pas facile. L'éducation en architecture, c'est vraiment intense quand même. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est un peu de leur dire, ben oui, c'est un grand, grand, grand défi. On s'entend, là, ça va pas être facile, mais vous avez choisi une profession où vous allez être outillé pour en faire partie de la solution, puis vous n'êtes pas seul non plus. Donc, c'est pas juste à cette prochaine génération à relever ce défi-là. Dans mon cercle professionnel, il y a des gens de 20 ans à 75 ans, puis c'est vraiment une question plus d'attitude que d'âge, finalement. Donc, je pense que ça sera un travail collectif. Il faut qu'on profite de l'expérience de ceux qui le font depuis longtemps. C'est pas qu'on va abandonner tout ce qu'on a appris à date, c'est qu'on doit évoluer nos pratiques pour les améliorer. Puis c'est vraiment à l'interface un petit peu entre ces deux groupes-là, ceux qui sont jeunes puis qui sont motivés, puis j'espère qu'ils vont rester comme ça. C'est vraiment des belles jeunes personnes super inspirantes. Moi, ça m'inspire beaucoup. Puis j'espère qu'ils vont évoluer dans un milieu professionnel qui va reconnaître cette énergie puis cet enthousiasme puis qui mettra ça à profit.
Puis en même temps, qu'ils trouveront des mentors qui pourront les accompagner pour justement obtenir l'expérience professionnelle. C'est sûr qu'à l'école, on essaie un peu de copier ce qui se passe en pratique. Ils travaillent sur des vrais faux projets. C'est quand même des bâtiments qu'on fait évoluer comme si on le ferait en pratique. On se permet quand même de poser des questions peut-être un petit peu plus larges qu'on le fait dans la vie de tous les jours. Mais l'idée, c'est vraiment que ça leur prépare pour apporter tout ce qu'ils ont appris puis de l'appliquer en pratique. Alors, j'espère que s'ils voient des choses qui sont peut-être pas super bien pensées quand ils sont stagiaires plus tard, qui vont poser des questions justement qui n'auront pas peur de dire peut-être faire ça autrement ou c'est un petit peu ça que j'aime inspirer chez eux. Puis je trouve qu'ils répondent à ça. Puis il y a plusieurs crises auxquelles ils sont quand même affrontés. Par exemple, quelle crise? Dans la dernière session, on a fait tout un module sur le logement abordable. On parle d'une génération qui est très, très, très touchée par les enjeux d'abordabilité. Donc, c'est drôle, j'avais eu certains étudiants que j'avais eu à plusieurs reprises dans différents cours. Puis à l'automne, on avait fait un projet sur une bibliothèque. C'est 11 étudiants, des beaux projets. Il y en a où, quand on a les mêmes groupes d'étudiants puis qu'on a parlé de logement, là, il y a eu un déclic, puis il y avait comme une énergie derrière, justement, le sujet en question parce que ça les touché personnellement. Donc, je trouve qu'il y a quand même... Tu sais, j'ai de la chance, ils sont tellement brillants. Les jeunes, je me dis toujours... Je sais pas intelligente comme ça en troisième année ou du bac, là. Tu sais, je faisais pas des projets de ce calibre. Ça, là, c'est sûr et certain, sont tellement... ils m'épatent. Pourquoi c'est un problème, l'abordabilité? Je vais préciser ma question. C'est plus au 2-3e degré. Je comprends que l'abordabilité, c'est important dans le sens pour tout le monde qui peut se payer un loyer à 3 000 à 4 000 ça, je le comprends. Mais pourquoi on est rendu à ce problème-là? Puis la deuxième phase de ma question, c'est comment le bâtiment passif peut aider à ça, à résoudre ce problème-là? Ben, l'abordabilité, je pense que une des causes du problème, c'est notre perception depuis longtemps de bâtiments comme des biens immobiliers, comme un investissement, plutôt que comme un besoin humain fondamental. Puis ça devient un bien de consommation. Donc ça, évidemment, ça mène à la spéculation, à plein d'autres choses. C'est toute la culture, si on peut même appeler ça une culture du flip de maison. Puis c'est comme de voir vraiment, si j'ai un pied dans le marché, comment est-ce que je peux en profiter puis essayer d'augmenter la valeur sans vraiment augmenter la vraie valeur, la qualité de la chose. C'est juste de changer les finis puis de revendre ça 100 000 plus cher. Là. Donc, je pense que c'est vraiment cette optique de l'immobilier comme une espèce de levier pour les gens qui ont déjà les moyens d'en avoir plus, sans vraiment contribuer à la qualité de l'offre et de s'assurer que tout le monde a un logement convenable. Donc, je pense que c'est ça parce que, oui, on dit qu'on a besoin de plus de logements, mais il y a aussi beaucoup de logements qui sont pas occupés. C'est beaucoup de logements vides, là, qui sont davantage investissement que milieu de vie. Donc, il y a tout un côté économique, puis c'est là qu'on trouve un petit peu les limites de l'architecture, puis on compte dans des questions de structure, de propriété et tout le reste. Mais pour moi, l'avantage d'une approche bâtiment passif là-dedans, c'est qu'une fois que le bâtiment est construit, on s'entend que oui, il y aura un léger surcoût, pas tant que ça, mais quand même, il y a toujours un léger surcoût. Faire meilleur, ça coûte un peu plus cher. Mais une fois que le bâtiment est bien construit, il va durer beaucoup plus longtemps, puis les coûts d'entretien et les coûts d'opération sont plus bas. Donc, c'est pour ça que dans plusieurs villes canadiennes, on voit justement des organismes de logement social, de logement abordable qui adoptent justement cette approche-là parce que eux, ils vont être propriétaires à long terme. Ils sont pas là pour flipper ça, pour vendre ça vite puis faire un profit. Ils vont assumer les coûts pendant des décennies. Puis c'est un bâtiment qui, tu sais, je trouve que c'est catastrophique qu'on ait des bâtiments qui ont 20, 30 ans qui sont en fin de vie. C'est aberrant. Donc, si on investit dans la qualité du bâti, qui va durer plus longtemps, mais à long terme, ça devient une stratégie de logement abordable, ça. Donc, c'est vraiment est-ce qu'on peut, ça nous met aussi à l'abri de l'augmentation de coûts énergétiques. Donc, on a des coûts électriques très, très, très bas comparés au reste du monde. On s'entend que ça peut changer dans le temps, ça aussi. Donc, c'est vraiment une question de stabilité à long terme. C'est de faire ça comme il faut aujourd'hui pour que ça dure longtemps.
de façon prévisible, avec des coûts prévisibles. Puis ça accroche vraiment autant les organismes qui ont comme mandat de donner du logement abordable, de développer du logement abordable, mais aussi dans les particuliers. Donc, ma clientèle, c'est surtout pour l'unifamilial, c'est surtout des gens de la classe moyenne, souvent ou bien des jeunes familles, ou bien des gens qui cherchent un logement plus petit parce que leurs enfants sont grands, ils se préparent un petit peu à la retraite. Puis la conversation que j'ai sur tous les projets, c'est de dire, ben là, quels sont vos vrais besoins? Parce qu'on s'entend que la grandeur moyenne d'une maison au Canada, je pense que ça a augmenté de quelque chose comme 50% depuis les années 80. Puis c'est de dire, ben tout cet espace-là, est-ce que vous en avez vraiment besoin ou est-ce qu'on peut vraiment faire une maison plus petite, mais super bien pensée, qui convient à vos besoins? Donc, ça devient une question de créer vraiment une maison adaptée aux besoins réels comparée à une maison qui est une grosse cabane qui ressemble à ce qu'on a vu sur Pinterest parce qu'on veut la vendre. Tu sais, c'est vraiment une optique complètement différente. Puis, une chose qu'on essaie de garder comme sacrée, c'est le niveau de performance. Tu sais, si le budget a ses limites, ce qui est toujours le cas dans tout projet, ben est-ce qu'on peut se fixer une type de performance puis être vraiment intelligent dans notre analyse des besoins puis de la façon qu'on répond à ces besoins-là pour faire une maison qui est pas surdimensionnée, qui va créer un milieu de vie de qualité, puis qu'on n'est pas en train de chauffer des grosses pièces vides parce que la famille vient une fois par an. C'est vraiment ça. Puis ça encore une fois, je saute d'une échelle à l'autre, mais c'est un concept qui a été introduit dans le dernier rapport du GIEC, qui est paru, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. Cette idée en anglais, ils appellent ça sufficiency. Donc, il y a sufficiency, efficiency, renewables. En français, on peut parler de sobriété, ce qui sonne un petit peu moins cool. Mais l'idée de sobriété, c'est pas de boire, là. C'est de reconnaître quand on a assez, puis de pas toujours vouloir plus grand parce que le voisin il a plus grand. Tu sais, c'est vraiment de reconnaître c'est quoi nos vrais besoins, puis finalement de faire le ménage dans une maison qui est trop grande, puis de payer des factures d'hydro pour chauffer des pièces vides. C'est plate. c'est un peu un retour aux sources de quête. Puis de travailler plus fort, plus longtemps parce que justement notre cabane est trop grosse. C'est pas un beau mode de vie non plus. Donc c'est un peu de recadrer toute notre perception de qu'est-ce que c'est une maison, puis quels sont nos vrais besoins en logement. Ces concepts-là sont fondamentaux. Je suis totalement d'accord avec toi. Sauf que quand on attaque, c'est vraiment une attaque parce qu'on s'en va directement au cœur de l'ego humain. Tout ce que tu viens d'exprimer là, c'est fondamental chez des individus qui ont juste connu ça. Puis je veux dire, même nous, là, on est un peu pas responsable, pas coupable, mais on oublie qu'on est du bon bord, mettons, tu sais, qu'on a accès à tout, à l'eau, l'électricité, on est en abondance infinie. Puis malgré ça, on dit ah ouais, le logement qu'on a, il n'est pas assez performant encore. Ou nous autres, on en a des logements, tu sais. Fait que tu sais, c'est pas évident, ça, ce discours-là de sobriété, surtout qu'il y a un terme de même. Là. Il y a un marketing à faire pour changer ça, parce que on va être sobre. Non, tu sais, ben, je comprends qu'il y a des gens qui choisissent ça pour X raisons, mais ce que je veux dire, c'est que ça a une connotation très pas négative, mais tu dis sobre, ça vient avec un esprit de tu m'enlèves de quoi, tu sais. Alors que dans le fond, ce que tu exprimais, c'est effectivement, on a vraiment besoin d'avoir des méga manoirs, des maisons, juste pour flasher sur Pinterest ou parce qu'on se sent accompli, parce qu'on a une méga maison de 4000 pieds carrés, puis on est deux là-dedans. Il y a un constat individuel et semi-collectif à faire là-dessus. Il y a plusieurs personnes qu'on interviewe là, depuis 2 ans. On en arrive souvent à la conclusion que ça va devoir être mandatoire. Tu sais, ça va devoir être légiféré par les instances gouvernementales, municipales, etc. pour faire « Elle a ta limite. Deal avec cette limite-là. » Un peu comme Will, justement, disait dans le podcast, il y a 30 ans, c'était que non, ton mur, je dis 30 ans, c'était pas ça. Là. Tu peux pas faire un mur juste à R6. Là. Oublie ça. Oui, ça coûte moins cher, mais tu peux pas. Tu sais, et là, ça augmente toujours souvent. Il n'y a pas juste le mur R6, là. Mais je pense qu'on va être obligé de légiférer par rapport à ça. Sinon, Evelyne, comment qu'on fait pour promouvoir ça? Prends pas un trop gros bâtiment, ratisse-le, fais-le plus performant. Comment on fait ça? Selon ton expérience? Je pense que effectivement, le mot sobriété est vraiment problématique. Chaque fois qu'on trouve un meilleur synonyme. Parce qu'en anglais, ça a une connotation vraiment différente. Puis c'est malheureusement la seule traduction que j'ai vue à date, là. Parce qu'en anglais, sufficiency, ça touche plus à une idée
de reconnaître qu'on en a assez, puis une certaine indépendance aussi. Quand on dit self-sufficiency, c'est d'être en dedans de nos moyens. Puis c'est peut-être ça aussi, c'est de vivre en dedans de nos moyens, autant au point de vue individuel que collectif. Puis pour moi, c'est de changer un petit peu la mentalité de se dire, ben là, on doit faire des sacrifices. J'aime pas ça, les sacrifices. Mais c'est de trouver le bonheur, justement. Quand on en a pas trop gros, ça coûte moins cher. Puis on n'a pas à travailler des heures supplémentaires dans un job qu'on n'aime pas parce qu'on doit payer l'hypothèque sur un logement qui est trop grand, qui nous rend pas heureux. C'est de trouver le bonheur puis la gratitude quand on peut reconnaître qu'on en a assez. Puis, tu sais, je reconnais aussi que c'est un point de vue quand même privilégié. Notre maison, à nous, fait 1600 pieds carrés. On est 3 personnes. On travaille tous les deux à partir de la maison. Il y a des gens qui demandent des maisons de 3000 pieds carrés et plus. Mais pour moi, 1600 pieds carrés, c'est quand même grand. Tu sais, parfois, je me sens légèrement coupable. On pourrait faire plus petit. Si on regarde d'autres cultures dans le monde, les attentes en termes de grandeur de logement sont complètement différentes. Donc, c'est toujours une question de se remettre un petit peu en contexte. Puis comme tu dis, on est incroyablement chanceux d'être au Québec, d'avoir de l'eau potable, de l'électricité, des logements qui sont quand même passables dans la plupart des cas. Puis même à l'intérieur du Québec, si on regarde des communautés autochtones, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est une question d'équité et de justice aussi, là, si on veut vraiment aller dans les détails. Là. Puis, pour moi, c'est une opportunité. C'est peut-être juste une question de valeur personnelle ou de vision, mais c'est de dire, ben là, on pourrait couper du gras, puis on serait encore bien correct, puis on aurait des ressources justement à partager de façon plus équitable, puis finalement, ça fait une plus belle société là, pour aller carrément dans l'idéalisme. Tu me parlais de l'idéalisme de mes étudiants, peut-être que c'est moi qui en tire un petit peu aussi, là, mais ça vaut la peine de se poser ces questions-là. Tu sais, si on doit vraiment refondre comment on construit, ben pourquoi pas penser à qu'est-ce qu'on construit aussi, pas juste c'est quoi mon enveloppe, mais et autour de quoi cette enveloppe-là finalement. T'sais? Ben justement, j'étais à la conférence là, Rétrofit Canada, puis on en parlait beaucoup là, pour des bâtiments d'haute performance pour les autochtones. Ou, il y a des besoins. En fait, Passive House, OK, il y a trois points qu'on entend souvent. Pas qu'on entend souvent, mais il y a 3 points que le monde dit. Passive House, de un, c'est juste pour les riches. Passive House, c'est plus facile avec des plus gros bâtiments. Puis Passive House, c'est plus de matériaux, donc c'est moins écologique. C'est 3 points là, que des fois on entend pour casser Passive House. Puis je crois que jusqu'à date, là, dans ta façon de pratiquer, en fait, ce qui est bon, c'est que oui, tu prends les concepts de Passive House, tu as Passive House en tête. Mais ça prend aussi être un bon architecte, justement, pour regarder ces concepts de sobriété. C'est pas juste prendre Passive House, faire genre, OK, ben écoute, je sais ce que je vais faire, je fais juste Passive House, je ferme mes oreilles. Il y a d'autres affaires à faire. Il n'y a pas juste le Passive House à regarder, puis je crois que tu regardes bien ça. Surtout au niveau de, tu sais, Passive House, tu viens de le dire, c'est pas juste pour les riches. Des communautés qui en ont le besoin. Il y a du logement abordable qui est un très, très bon business case pour du Passive House. Ça a sa place là-dedans. Tu sais, en termes de grandeur de maison, ça veut pas dire, oui, c'est vrai que des fois, c'est un peu plus facile de certifier des bâtiments un peu plus grands, mais c'est pas vrai qu'on peut pas faire des bâtiments un peu plus petits, un peu plus sobres, puis quand même aller chercher une certification de manière facile. Le troisième point qui est sur le côté écologique là, du Passive House, en fait, t'en as parlé justement d'un de tes blogs là, que tu as écrit sur ton projet. Tu as fait en fait une analyse justement du carbone intrinsèque de ton bâtiment, de ton dernier projet qui est la Maison du Pré, comparé au même bâtiment mais en version code, disons. Veux-tu me parler un peu plus de cette analyse-là? Oui, étant donné que j'ai réalisé ma propre maison, ça devient un petit peu un laboratoire pour tous mes questionnements professionnels. Parce que justement, j'ai accès à toutes les données. J'ai tous les dessins, j'ai les données de consommation énergétique, j'ai le modèle énergétique. Donc, ça me permet un petit peu... Puis on s'entend que, tu sais, comme on dit en anglais, sample size of one. C'est un exemplaire, ça sera pas forcément la réponse qui est pareille pour tous les projets. Mais dans le monde de la construction, on parle de plus en plus de carbone intrinsèque.
Et une des questions que j'avais ou que j'entendais souvent, c'est c'est bien beau de faire des bâtiments passifs, mais forcément, ça prend plus de matériaux, surtout plus d'isolants pour atteindre ces cibles-là. Est-ce que ça va faire qu'il y a un bilan de carbone intrinsèque si élevé que ça va pas se compenser avec les réductions de carbone opérationnelles du bâtiment qui est en fonction? Donc, il y avait justement l'outil BEAM qui est développé par Builders for Climate Action, qui est vraiment accessible, qui venait de sortir à peu près à l'époque de l'analyse, qui permettait de faire une analyse de carbone intrinsèque. Je ne l'avais jamais fait, fait que je me suis dit, tant qu'à être, je vais me pratiquer sur ma maison, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, j'ai réalisé un bilan de carbone intrinsèque de ma maison. Puis là, je regardais les résultats, puis je me disais, en fait, je sais pas ce que ça veut dire sur les résultats. Tu sais, c'est un chiffre en tonnes de kilos de CO2, puis j'étais comme, j'ai pas vraiment de référence, tu sais, pour ce qui est de la performance énergétique. Je sais c'est quoi ma cible, que je peux voir comment je m'aligne. Tandis que pour le carbone intrinsèque, c'est juste un chiffre sans contexte. Donc, la prochaine chose que j'ai fait, c'est que je me suis dit, fondamentalement, si la question, c'est est-ce que ta maison passive, elle a un bilan carbone? Comment ça se compare à la même maison construite de façon conventionnelle selon les exigences minimales du code? Donc, l'étape numéro 2, c'était de prendre mon modèle de carbone intrinsèque et de le modifier justement pour réduire la performance, pour changer les compositions à l'équivalent, mais aux normes minimales du code. Et ce que j'ai constaté, ce qui m'a surpris, c'est que la version maison passive avait un bilan de carbone intrinsèque plus bas que la maison conventionnelle. Donc, en réalité, ce qui fait la différence, c'est que l'isolant dans la maison, c'est l'isolant que j'utilise dans la majorité de mes projets, c'est la cellulose. Donc, c'est un matériau qui a un bilan carbone négatif parce que justement, la cellulose, c'est fait à partir de papier recyclé. Donc, qu'est-ce qui se passait ici? C'était pas transformé en cellulose. Éventuellement, quand on recycle le papier, la qualité est rendue si mauvaise que ça se rend au dépotoir, que c'est composté. Puis ensuite, on a des gaz à effet de serre qui émanent de ce processus-là. Si on prend ce papier recyclé-là, puis on le transforme en cellulose, qu'on les met dans les murs de la maison, qui est bien conçu, puis ça a une durée de vie quand même quasi indéterminée. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas les émanations de gaz à effet de serre de la décomposition du matériau. Donc, on fait ce qu'on appelle de la séquestration de carbone dans les murs de la maison. Et c'est ça qui fait la différence. Puis c'est là où, plus on utilise ce matériau-là, plus ça réduit notre bilan de carbone. Donc, c'était au point où, dans notre maison, on a fait un mur à double ossature, mais l'augmentation de la quantité de cellulose compensait complètement le bois additionnel de la double ossature. Ça veut dire que notre bilan, même avec les gros murs plus costauds, était plus bas que la maison avec les 2x6, un isolant rigide à l'extérieur. Je vais juste rajouter que tu as été quand même très fair dans l'analyse, dans le sens que même ta maison type code était aussi quand même avec de la cellulose. Là, puis on va se le dire, là, les maisons au Québec, l'isolation la plus commune, c'est la fibre de verre. En tout cas, c'est pas la cellulose la première là, dans un mur de type conventionnel. Ce qui est encore beaucoup, beaucoup plus intensif en carbone. Donc, même là, avec ça, tu as été très, très fair. C'est époustouflant. Que, en fait, oui, plus de matériel, mais c'est un carbone intrinsèque, un bilan de carbone intrinsèque plus bas. C'est très, 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 très intéressant. Oui, et j'ai fait encore, tant qu'avoir le modèle, on va sortir le maximum de valeur. Donc, j'ai modifié encore une fois le modèle juste pour changer le type d'isolant. Donc, d'aller de la cellulose à de la fibre de verre. Puis ça a sauté, je pense que c'est de 63% d'augmentation. Donc, c'est des choix qui sont très, très, très importants. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on est outillé justement pour faire ces analyses-là, pour comprendre un petit peu c'est quoi l'impact de ces choix. Donc, je vois l'analyse de carbone intrinsèque comme vraiment étant un outil tout aussi utile que la modélisation énergétique. L'outil en tant que tel, était-tu quand même... Moi, je l'ai jamais utilisé, je le connais, mais l'outil en tant que tel, était-tu très compliqué à utiliser? C'est-tu quelque chose que tu recommanderais ou qui est quand même facile d'adoption, disons, pour que ce soit des entrepreneurs ou architectes? Oui, non, je le trouve très facile. Donc, c'est à base de Google Sheet. Donc, c'est comme un tableau Excel, mais en ligne. Donc, toutes les données pour les différents matériaux sont déjà inclus.
Donc, c'est vraiment juste un relevé des différentes superficies des compositions et ensuite, on spécifie qu'est-ce qu'il y a dans ces compositions-là. Donc, je me suis dépatouillée sans avoir de formation particulière, juste en suivant le guide d'instruction. Puis ça m'a pris beaucoup d'heures. C'était quand même assez pesant. Pour nos auditeurs, là, l'outil, c'est l'outil BEAM. B-E-A-M. Donc, c'est une très belle ressource. Comme je vous dis, je l'ai pas encore utilisé, mais des outils comme ça, là, ça nous aide. Tu sais, puis t'as pas besoin d'être, pour monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas besoin d'être précis, mais juste si tu vois l'échelle ou l'ampleur de ces décisions-là, déjà là, ça nous aide. Là. Ça peut être très, très, très... on n'a pas besoin d'avoir la composition parfaite puis connaître tous les détails du bâtiment, mais ça donne une idée de grandeur des impacts de tes choix de matériaux. Sinon, c'est pas la seule analyse. Là, comme tu as dit, ton laboratoire vivant, tu en as fait une autre très, très, très bonne, qui compare justement plus du côté de la modélisation. Donc, quand on fait un bâtiment passif, on utilise un outil qui s'appelle le PHPP, qui est le Passive House Planning Package, qui est un outil de modélisation Passive House, qui est fait justement pendant la phase de design. Et tu as comparé, en fait, tu as fait une analyse du PHPP versus la consommation réelle de la maison sur 2 années. Puis aussi les résultats très, très intéressants. Veux-tu nous partager un peu les conclusions que tu en as tirées? Oui, certainement. Alors, l'outil PHPP, c'est un outil de modélisation énergétique que j'utilise dans la conception de mes projets. Et ce que ça fait, c'est que ça estime la consommation énergétique probable du projet. Puis on s'entend que il y aura toujours des facteurs qu'on contrôle pas. On peut avoir des aléas de la météo, une année particulièrement chaude, froide. Il y a aussi le comportement des usagers. Donc, si on a conçu une maison super efficace, mais que les gens ouvrent les fenêtres en hiver, qu'ils oublient que les fenêtres sont ouvertes, il y a des choses qu'on contrôle pas. Mais ça nous permet quand même d'avoir une estimation raisonnable de comment le bâtiment va performer, ce qui est surtout utile à titre comparatif. Donc, quand on est en conception, de tester différentes idées en design. Tu sais, si je mets la fenêtre ici versus là, si je change la grandeur de l'ouverture, je change la forme du bâtiment, c'est vraiment un outil qui nous permet de quantifier l'impact de ces décisions. Donc, j'étais très convaincue que c'était utile en design, mais j'étais quand même curieuse de voir comment ça se comparait à la consommation réelle. Et étant donné que c'est notre maison et qu'on fait de la collecte de données, donc on a des thermostats intelligents sur toutes nos plaintes électriques qui mesurent la consommation réelle. Donc, j'étais rendue avec 2 ans de données. J'ai compilé ça. Puis, ce que j'ai pu en conclure, c'est qu'il y avait quand même une corrélation très, très forte entre le modèle énergétique et la consommation réelle. On est à une différence de 3 kWh à peu près, maximum, là, entre ce qui a été estimé et ce qui est réel. Il y a quand même des variations parce que, bon, les années que j'ai utilisées, c'est 2022-2023. Comme vous le savez, on n'a presque pas eu d'hiver. L'année dernière, il était très gris, très, très doux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas un grand écart de différence de consommation parce que, justement, c'est le soleil qui chauffe principalement ma maison. Donc, quand il fait gris, on n'a pas ces gains solaires-là. Donc, ça a un petit peu compensé le fait que la température était plus douce. Mais ça me rassure, dans le fond, que l'outil que j'utilise énormément dans ma pratique est quand même relativement précis, qui demeure utile. Et ensuite, il y a les autres besoins de consommation. Donc, ça, c'est le chauffage pour lequel on a une cible particulière dans la norme maison passive. Ensuite, on a une cible pour la consommation globale. Là, c'était un petit peu plus flou parce qu'on habite sur une ferme, donc j'ai dû faire des estimations un peu créatives pour sortir tout ce qui était les charges de la grange, puis du tracteur, puis d'autres choses. Mais c'est quand même pas pire. Donc, on a appris les choses comme notre consommation en eau chaude était plus basse que prévu, mais les autres catégories de consommation étaient un petit peu plus élevées. Donc, en moyenne, essentiellement, ça s'aligne assez proche avec le modèle énergétique. Ouais, pour nos auditeurs, là, on va mettre les deux articles du blog là, dans la description. Allez les voir, allez les dévorer. C'est super bien écrit. Ils sont disponibles en français et en anglais. Qu'est-ce que le futur réserve pour toi? Vers où que tu vois ton parcours et ta pratique et ton entreprise aller vers le futur?
C'est une question que je me pose souvent avec ma drôle de carrière un peu inventée en cours de route. Depuis que j'ai fondé Tandem, la plupart de mes projets sont des maisons unifamiliales. C'est une bonne échelle pour commencer une petite pratique en architecture. J'aimerais aller dans du multirésidentiel, disons, à petite à moyenne échelle. J'ai pas vraiment intérêt à faire des grands projets. Et ma pratique est surtout rurale, donc peut-être de regarder des typologies de logements qui diffèrent de la maison unifamiliale, qui est pas toujours la meilleure solution pour tout le monde, mais qui est sensible et adaptée à un milieu rural, au petit village du Québec. On a quand même une population vieillissante pour qui l'entretien d'une maison unifamiliale peut parfois être un fardeau, ou des gens qui préféraient simplement vivre dans une communauté un peu plus dense. Donc, je m'intéresse beaucoup à ces enjeux-là. C'est quelque chose que j'espère explorer justement avec ma cohorte d'étudiants cette année et dans ma pratique aussi. Parce que c'est drôle, j'ai commencé avec un grand projet multirésidentiel. Ensuite, je suis revenue au Québec, j'ai fait des maisons unifamiliales. Puis là, j'aimerais peut-être faire un petit retour vers des projets, peut-être entre les deux échelles. C'est pas du 90 unités forcément, mais peut-être quelque chose entre les deux. Parce que justement, quand on parle d'efficacité de ressources, faire du multirésidentiel, le coût pour chaque unité de logement va être plus basse que faire une maison unifamiliale. On utilise moins de matériaux, puis on peut faire ça de façon... Tu faire des beaux projets de qualité qui renforcent un petit peu les liens sociaux, qui sont bien intégrés aussi à l'échelle de nos communautés rurales. Il y a beaucoup d'attention portée à ces enjeux-là en milieu urbain. Il y a moins de gens qui se concentrent sur les projets en milieu rural. Donc, c'est un endroit que j'aimerais explorer avec ma pratique. Puis sinon, honnêtement, c'est surtout d'être guidée par ma curiosité. C'est pour ça que j'écris mes articles puis que je parle à des gens comme vous, un peu à n'importe qui va m'écouter parler de bâtiments passifs. C'est de continuer à avoir des conversations intéressantes parce que des fois, c'est une conversation qu'on commence, on prend un café, on jase, puis 6 mois, 9 mois, 12 mois plus tard, ça devient quelque chose, ça devient un projet ou une occasion de parler à une autre personne ou avoir une conversation avec une municipalité. Donc, ça évolue quand même de façon assez organique. Mais ce qui me donne beaucoup espoir dans tout ça, c'est qu'il y a quand même plein de gens qui sont vraiment passionnés par ces enjeux-là. Donc, c'est encourageant. Donc, c'est ça mon plan de match. C'est un petit peu flou, un petit peu précis, puis on verra où ça mène. C'est sûr, ces conversations vont loin. Hein? T'as raison. Tu sais, c'est peut-être nous, on est tous baignés dans ce monde-là, mais ça fait un an et demi, 2 ans là, que je sens que c'est plus juste nous qui en parlent. Il y a un plus gros intérêt, que ce soit au niveau gouvernemental, municipal, tout ça. Là, je vois qu'il y a un plus gros intérêt. Il y a beaucoup de programmes de financement pour des plus gros projets à plus grosse échelle, que ce soit pour des projets qui visent la haute performance, qui sont en rénovation ou en construction neuve. Je vois qu'il y a comme une envie puis un essor. Aussi, on a des targets à aller chercher qu'on s'est mis en tant que pays. Donc, c'est sûr que ça nous pousse aussi à le faire. Mais écoute, je crois qu'on s'en va dans la bonne discussion. Puis si on continue à avoir cette discussion, d'ailleurs, la raison totale pourquoi on a ce podcast-là, c'est pour avoir cette discussion, puis en même temps les partager, les partager avec tout le monde. Puis que oui, c'est notre petite discussion à 3, là, mais que tout le monde peut l'écouter après. Là. Oui, puis il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça. Il y a une évolution là-dedans. Puis toi, tu spécialises en plus en bâtiment. Là, c'est flou un peu, mais en même temps, moi, dans ma tête, la façon dont tu l'expliques, c'est très clair. Oui, l'unifamilial est encore super important. Le méga 90 logements, bon, écoute, ça va venir, mais il y a quelque chose entre les deux qui existe. Il y a des 6plex, il y a des 12plex, etc. Ça, c'est le genre de projet que quelqu'un pourrait communiquer avec toi et faire « OK, regarde, moi, je veux faire une analyse sur comment je pourrais bâtir un bâtiment Passive House, 8, 12, 16 logements. Ça peut être en lien avec l'APH Select? L'APH Select qui est... tu sais c'est quoi? J'en connais pas les fins détails, honnêtement, parce qu'il n'y a pas toujours un alignement très fort entre différentes approches, différents programmes de subvention. Il y a comme 54 versions de chaque chose. Mais oui, donc ce que je dirais aux gens qui réfléchissent à un projet, c'est de commencer la conversation tôt. Donc, les décisions qu'on va prendre qui ont le plus grand impact
autant sur la performance énergétique que sur les coûts de construction et la faisabilité du projet. C'est les grandes lignes du projet, c'est la forme, c'est quels sont les vrais besoins, c'est quoi notre analyse de besoins, mais aussi c'est quoi la forme du bâtiment. Plus on avance dans ce processus-là, moins on a de marge pour faire des grands changements qui vont être avantageux. Donc, on est chanceux, les architectes, on est formés pour être généralistes. Il n'y a pas beaucoup de professions qui restent, qui sont généralistes. On est un petit peu touche à tout. On peut parler, on peut regarder un site où il n'y a rien, où il y a un vieux bâtiment qu'on veut convertir. On peut partir de vraiment, même juste une idée. Peut-être qu'il n'y a pas de site encore, il y a juste une idée. On peut partir de ce moment-là, puis t'aider à faire évoluer, ressortir le projet pour trouver la bonne solution. Là où je trouve que c'est toujours un peu dommage, c'est si on m'arrive avec des plans déjà faits, puis on me dit, on peut-tu faire ça passif? Puis c'est comme, oh, oui, mais ça va coûter cher, c'est pas la meilleure façon de le faire. Puis honnêtement, c'est un peu plate aussi. Je fais pas juste la modélisation énergétique, j'aime ça toucher aux grandes questions du projet aussi. Puis tout ça, ça prend du temps aussi. Donc, tu sais, des mandats où c'est comme, bon, on peut mettre la pelle dans le sol dans 2 mois. Puis ouais, ben... Désolé, on passe au prochain. C'est vraiment intéressant, ça. Donc, comment que les gens peuvent te rejoindre? Ils peuvent regarder sur mon site tandemarchitecture.ca. Les coordonnées sont là-dessus. Puis ça donne un petit peu un aperçu plus ou moins à jour de mes projets et puis de mes articles. Là. C'est toujours un défi J'ai un paquet de projets qu'il faut que j'aille photographier à un moment donné, mais ça donne un petit peu une idée de qu'est-ce que je fais. Puis sinon, de me lancer un petit courriel, puis on verra. Pour les propriétaires qui cherchent à construire une maison unifamiliale, j'ai quand même une page spécifiquement pour ça qui explique un peu c'est quoi l'information qui est utile pour lancer un projet comme ça, comment on fait l'analyse de besoins. Puis pour tous les autres, c'est juste de me contacter directement, puis on verra où ça mène. As-tu des formations à Passe-Basse Canada qui s'en viennent en septembre? Oui, formation en français, donc pour un public québécois. Oui, donc ça commence début septembre. Le lien est déjà en ligne pour s'inscrire. Sur le site de Bâtiment Passif Québec. Sur le site de Bâtiment Passif Québec? Ben oui, ils sont là. C'est, en fait, sur Maison Passif Canada puis Bâtiment Passif Québec, les deux sont là. Vous allez trouver tous les détails de la formation. Parfait. Puis c'est quand même... Ça prend pas mal de temps, donc c'est bien de prévoir à l'avance. C'est une formation qui est vraiment, en tout cas, bien pensée selon moi. Là. Ça fait plusieurs années qu'on la raffine, puis qu'on regarde qu'est-ce qu'on a appris à travers des vrais projets à travers le Canada. Donc c'est vraiment quelque chose qui est calibré pour une approche nord-américaine. C'est un cours qui existe depuis, je pense, 2016. Donc on le raffine en continu pour le mettre à jour. Donc, c'est pour moi comme la meilleure façon de se lancer là-dedans s'il y a des gens qui sont dans le milieu de la construction, qui sont curieux, qui ne savent pas trop par où se prendre. C'est vraiment un bon départ. Merci, Evelyne, d'avoir été avec nous aujourd'hui au podcast. Merci beaucoup, Evelyne. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast d'Au-delà des murs. Et surtout, merci à notre invité pour avoir partagé ce beau moment avec nous. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@addm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT construction.ca. Pour des matériaux de construction les plus performants et en stock pour vos projets de bâtiments durables, contactez GoPassif au www.gopassif.com et faites-vous livrer partout au Québec. Merci encore une fois et à la prochaine!